Bonjour Ina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste israélienne, correspondante à Paris de la chaîne Cannes, contributrice également pour le site Al Monitor, site spécialisé sur le Moyen-Orient. Israël, on le disait tout à l'heure, est toujours dans l'attente de la liste des 3 otages qui doivent être libérés demain. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude côté israélien? On sait que le Hamas doit publier, transmettre cette liste avant 15h heure de Paris, donc d'ici une demi-heure. Oui, je crois que l'inquiétude est double. D'abord parce qu'on a vu déjà dans le passé, là on arrive à la 5e fois où il y a des libérations des otages depuis que cet accord était signé le 19 janvier. Et on avait déjà dans le passé une fois où les noms étaient transmis vraiment très très peu avant et pas la veille comme il fallait. Il y avait bien sûr cette histoire où il y avait les quatre soldats qui étaient libérés et pas la femme civile qui aurait dû être libérée avec ce changement aussi de l'ordre. Et donc, on sait déjà que parfois, Hamas joue avec Israël. Et avec l'opinion publique israélienne. Exactement. Et cette terreur psychologique, cette torture, en fait, pour les familles qui ne savent pas si leurs proches vont être libérés ou pas, qui sont les noms, et comment ça va se passer, à quelle heure aussi, parce qu'on a vu aussi des changements d'heure. Est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est l'après-midi? C'est extrêmement dur. Ce sont 3 personnes vivantes qui doivent être libérées demain. Normalement, oui, on attend qu'il y aura 3 hommes. Israël a fait beaucoup de pression ces derniers jours pour en fait savoir enfin les sorts de Shiri Biba, ces 2 enfants, Kfir et Ariel. Pour l'instant, on n'a aucune information et on pense qu'il y aura 3 hommes, mais encore, il n'y a aucune certitude parce qu'Israël n'a pas reçu la liste. Donc ça, c'est un côté, donc tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et il y a aussi l'autre côté, bien sûr, cette annonce qui a été faite cette semaine par le président Trump. Est-ce que ça joue, est-ce que ça ajoute sur cette pression sur Hamas? On ne sait pas pour l'instant. Alors justement sur ce point, quel peut être selon vous, Rina Bassiste, l'impact des déclarations du président américain sur le démarrage toujours attendu des discussions, non pas sur la fin de la phase 1, mais sur le début de la phase 2 de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas? Donc, d'un côté, on sait que M. Trump est énormément investi dans cet accord parce qu'il a forcé, d'une certaine façon, d'abord le Hamas, mais il a aussi mis pas mal de pression sur M. Netanyahu pour que cet accord soit signé. Il n'a pas cessé à le dire, il a répété encore dans son conférence de presse qu'il faudra aller jusqu'au bout avec cet accord. Donc pour lui, il faut arriver à la phase 2. Alors qu'on disait que Benjamin Netanyahu voulait surtout mettre en avant la question nucléaire iranienne avant même la suite de ce plan. Exactement. Je pense que cette rencontre qu'il a eue avec le président Trump ne s'est pas déroulée exactement comme il a envisagé. M. Trump avait sa propre idée et sur quoi il voulait mettre et l'accent, et on a bien vu ça dans la conférence de presse, l'accent n'était pas du tout sur les sujets iraniens, et c'est fort possible aussi que dans les discussions ils ont sûrement discuté aussi la question nucléaire, il est fort possible que M. Trump n'a pas donné à M. Netanyahu ce que le Premier ministre israélien en voulait. Et moi, j'ai lu et relu les textes de cette conférence de presse et M. Trump est extrêmement prudent quand il parle de l'Iran, des projets iraniens. Il ne fait aucune promesse. Il dit bien sûr il ne faudra pas que l'Iran a de l'arme nucléaire, mais il ne va pas au-delà. Et donc, je pense qu'il n'y avait aucune promesse qui a été faite sur ce sujet. Sur l'Iran, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure dans le journal, le guide suprême iranien a réagi à ces déclarations de Donald Trump en indiquant qu'il n'était pas intéressé par des négociations et menaçant même de répliques militaires si les États-Unis ou Israël d'ailleurs, venait à frapper les sites nucléaires iraniens. Oui, donc là, je pense qu'il ajoute une certaine couche. Je crois que les Iraniens, ils voient très bien, comme tout le monde, que là, le président Trump n'a pas encore défini de façon extrêmement claire quelle sera la ligne de son administration à lui sur l'Iran, parce qu'on se souvient très bien que pendant sa campagne électorale, il a parlé beaucoup de maximum pressure, de mettre pression maximale. Voilà, la pression maximale, ce qui veut dire en fait d'augmenter les sanctions sur les Iraniens. Il n'a pas dit pendant sa campagne présidentielle qu'il va autoriser Israël de frapper l'Iran
de façon militaire. Et là, on attend toujours qu'il s'exprime, qu'il dit exactement quelles sont ses intentions. Et je pense que les Iraniens, Téhéran, justement, ils se précipitent pour dire attention, nous on est là, nous on surveille aussi. C'est pas juste une discussion entre vous et les Israéliens. N'oubliez pas que nous aussi on a notre mot à dire. Je reviens à Gaza. Donald Trump a expliqué ces dernières heures, ces dernières 48 heures, que la prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis démarrait après la fin des combats. Qu'est-ce que ça veut dire exactement après la fin des combats? Est-ce que ça peut être à la fin de la première phase ou c'est une période qui n'est pas pour l'instant totalement définie, cette période de fin des combats? Bon, d'abord, il faut dire qu'on ne sait pas exactement. Ces plans, c'est encore quelque chose, les plans de M. Trump, extrêmement non définis. Et non préparés, visiblement. A priori, non préparés, parce que certes, il a dit dans sa conférence de presse qu'il a parlé avec d'autres dirigeants qui étaient très enthousiastes, mais on sait très bien, il n'a pas parlé avec les Palestiniens, il n'a pas parlé avec M. Mahmoud Abbas, il n'a pas parlé avec les autres, il a parlé un petit peu avec l'Égypte et la Jordanie qui ont dit absolument non. Et on a même appris qu'il n'avait pas parlé avant sa conférence de presse, ni avec son conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, ni avec son secrétaire d'État américain Marco Rubio. Voilà, et ni avec M. Netanyahu non plus. Et donc là, on ne sait pas encore. Cocasse, normalement, voilà. Donc normalement, quand on dit la fin des combats, ça veut dire la fin de la deuxième phase, parce que c'est la deuxième phase qui va voir la fin des combats et les retraits total en fait de Tzahal de la bande de Gaza. Mais avoir dit ça, on aurait dû déjà avoir commencé ces négociations sur la phase 2. C'est pas encore fait. On aurait dû commencer ça les jours 16, qui était en fait les jours de cette rencontre entre M. Trump et M. Netanyahu. C'était pas encore fait. Normalement, la délégation israélienne va partir demain pour Doha, mais là encore, qu'est-ce que cette délégation va dire? Parce que le cabinet ne s'est pas encore réuni. Le cabinet va se réunir après le retour de M. Netanyahu en Israël, ce qui sera que dimanche. Donc là encore, on perd 1 ou 2 jours de discussion. Et en plus, cette délégation, ça sera une délégation au niveau professionnel, sans les chefs de Mossad et David Barnea. Donc, on s'en doute que sans M. Barnea dans la délégation, il n'y avait pas vraiment de décisions qui sont prises. Et précisons qu'une manifestation a été organisée ce matin à Jérusalem devant le consulat des États-Unis par l'organisation Mishmeret 101 pour réclamer sans tarder la libération des 79 otages toujours à Gaza et qui doivent être libérés à l'issue de cette deuxième phase. C'est bien ça, Rina? Oui, les familles, bien sûr, de tous ces otages qui ne sont pas inclus dans la première phase, les 33 otages sont extrêmement inquiètes. Certes, il y a la pression de M. Trump, mais il y a aussi M. Netanyahu. À la fin, c'est dans les mains des gouvernements israéliens d'avancer, d'arriver à des termes, à conclure des termes avec Hamas pour la mise en œuvre de cette deuxième phase. Et là, comme je l'expliquais, on est très loin de ça. On est très loin d'une feuille de route pour la libération de tous ces autres otages. On attend toujours. Rina Bassiste, vous êtes notre invitée cet après-midi. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne Cannes. Quelle est la faisabilité, autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui, d'un plan de la proposition de Trump, expulser 2 millions de Gazaouis? Et qui s'en occuperait sur le terrain très concrètement? Les Américains ont d'ores et déjà affirmé qu'ils n'enverraient aucun soldat sur place. Est-ce que cette charge reviendrait aux soldats israéliens, à d'autres forces? Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de faisable parce que s'il n'y a pas les soldats américains, qui va forcer 2 millions de personnes? Sûrement, l'armée israélienne ne peut pas les faire. En plus, ça sera complètement illégal. C'est contre la législation internationale. Donc, qu'Israël s'implique dans une telle aventure, si j'ose dire, d'essayer de mettre sur des avions 2 millions de personnes pour les envoyer où? Toutes les portes sont fermées, en fait. Les portes de l'Égypte sont fermées, la porte de la Jordanie est fermée, les autres pays arabes, ça sera exactement pareil. Donc, on va les envoyer où? En Indonésie. On a parlé du Maroc, de Somaliland. Voilà, non, je crois que c'est très clair qu'aucun pays arabe peut se permettre, non seulement économiquement, bien sûr, c'est une charge absolument extraordinaire d'accueillir tant de personnes, mais politiquement, parce que accepter 2 millions ou même moins Palestiniens de Gaza, ça veut dire en fait détruire l'espérance des Palestiniens pour un État à eux. Aucun pays arabe va se mettre dans une telle position d'être le pays qui a cassé ses aspirations. Donc moi, je vois
aucune possibilité de cette plan d'aboutir. Et donc, au regard de ce constat clinique, Rina Bassist, est-ce qu'on peut considérer que la proposition de Donald Trump est en fait une forme de moyen de pression pour obliger les États arabes à faire d'autres propositions, à faire des sacrifices pour aboutir à une solution sur la bande de Gaza, mettant de côté cette migration volontaire des 2 millions de Gazaouis? Voilà, là, c'est très possible. C'est possible que c'est une tactique de négociation de sa part. Et d'un côté, peut-être obliger les pays arabes de venir avec d'autres propositions. Peut-être il y a aussi ce côté, on parle pas mal de ça en Israël, et les négociations avec l'Arabie saoudite pour arriver à une normalisation de relations diplomatiques avec Israël en abandonnant justement cette demande que les Saoudiens ont répété plusieurs fois d'arriver au moins à une perspective d'un État palestinien. Donc ça peut être aussi une tactique pour avancer et ça. On voudrait côté israélien et côté américain que les Saoudiens s'occupent davantage à l'avenir de l'administration publique de la bande de Gaza avec d'autres États du Golfe peut-être? Je dirais qu'il y a deux choses. Parce que d'abord, il faudra que quelqu'un paye. Et là, je ne pense pas que M. Trump a l'intention de payer. Ce n'est pas son genre, si je peux dire. Et donc là, il faudra l'argent saoudien. Et après, côté administration, oui, ça sera une solution qui sera très acceptable pour M. Netanyahou, qui a aussi dit plusieurs fois qu'il ne veut pas voir l'autorité palestinienne impliquée. Je suis, moi, sûre, côté palestinien, si eux, ils vont accepter que les Saoudiens viennent pour dicter comment ils vont reconstruire leur vie. Alors certains responsables militaires israéliens s'inquiètent par ailleurs des conséquences de ce plan Trump. On apprenait ainsi ce matin que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait demandé au chef d'état-major interarmée Herzi Halevi de sanctionner le major général Shlomi Binder, le chef du renseignement militaire israélien, qui d'ailleurs, il y a quelques minutes, on l'a appris il y a quelques minutes en tout cas, s'est défendu. On l'a critiqué pour avoir émis une alerte sur les conséquences des déclarations du président américain sur la situation en Judée-Samarie. Rina Bassist, est-ce qu'il y a un risque d'intensification des tensions sur place au moment même où Tsahal et les services de sécurité israéliens poursuivent leur opération antiterroriste en Judée-Samarie? Je crois que c'est clair que quand on fait une telle proposition explosive, bien sûr que ça remue tous les jeux. Et donc la pression sur tout le monde, sur Israël, sur les Palestiniens à Gaza, sur l'autorité palestinienne, sur tous les acteurs arabes dans cette histoire, et la pression augmente. Donc bien sûr, on peut très bien comprendre cet avertissement que Shlomi Binder a mis sur la table. Il nous a rappelé aussi, on n'est pas très loin du mois de Ramadan. Ça commence à la fin de février, le 28 février. C'est toujours un moment, toujours 30 jours extrêmement sensibles. On se souvient des années passées, tout ce que ça a remué côté Jérusalem avec le monde du temple. Et donc, bien sûr, moi, je comprends très bien qu'il dit attention, on arrive au mois de Ramadan, c'est déjà un moment où il faut faire attention à ne pas mettre une pression supplémentaire sur tous les acteurs dans le jeu. Et là, on est dans une situation absolument inédite avec cette proposition. Une dernière question, Rina Bassist, sur la situation sur le front nord. Au Liban, l'armée de l'air israélienne a frappé hier soir des positions du Hezbollah dans le sud du pays. D'autres frappes ont eu lieu dans la matinée, cette fois au sud de la ville de Sidon. Est-ce que l'avenir du cessez-le-feu est menacé alors que l'application de la première phase de trêve avec le groupe terroriste chiite avait été récemment prolongée du fait des blocages des discussions entre les acteurs? Oui, j'ai l'impression un petit peu que les acteurs internationaux, si c'est les Américains ou les Français aussi, ils ont accepté qu'il y avait cette prolongation et là, on compte plus le jour, j'ai l'impression. Donc, il y a cette compréhension qu'Israël, d'une certaine façon, doit finir le travail, pardonnez-moi l'expression, mais de récupérer toutes les armes qui sont toujours là-bas, d'arrêter toutes les cellules de Hezbollah qui sont toujours en place, toujours au sud du fleuve de Litanie. L'armée libanaise n'a pas pris le contrôle de la totalité du sud Liban. L'armée libanaise, a priori, et là je pense que je reviens à ces acteurs internationaux, peut-être eux aussi comprennent que l'armée libanaise même a besoin encore de quelques temps pour s'affirmer, pour être capable de gérer cette situation. Donc moi je pense que c'est le feu. Et ça va se faire, on va y arriver. Ça va prendre un peu plus de temps. Et côté israélien, comme
côté libanais, même si bien sûr les Libanais, ils vont pas dire ça de façon ouverte. Oui, on a encore besoin de temps. Pour eux, il faut que cessez-le-feu commence tout de suite. Et on apprend à l'instant que les États-Unis demandent que le retrait israélien doit avoir lieu en tout cas, doit se terminer d'ici le 18 février prochain. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Rina Bassiste d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne Cannes et qu'on peut vous lire sur le site Al Monitor. À très bientôt sur Radio J. Merci. Bon après-midi.